Rebondissement dans l'enquête sur le décès en juin dernier de la petite Émilie empoisonnée par un médicament qui contenait du cyanure. Cette petite fille a été, semble-t-il, victime d'une méprise dans une sordide affaire d'adultère. Après l'arrestation de Carlos, réouverture de 2 informations judiciaires concernant les attentats visant le Capitole et la gare Saint-Charles à Marseille. La guerre du thon monte d'un cran après l'attaque au large d'Andaille d'un chalutier français par des thoniers espagnols qui leur ont tiré dessus. Un mécanicien a été blessé. La relève de Jeannie Longo est assurée après la brillante victoire hier soir de Marion Cligné, championne du monde de poursuite. Madame, monsieur, bonsoir. La mystérieuse affaire de la Josacine empoisonnée au cyanure qui avait provoqué la mort de la petite Émilie il y a 2 mois au Havre serait en fait la conséquence d'une méprise dans une affaire d'adultère. Un homme a été mis en examen fin juillet, emprisonné. Il nie toujours les faits. Dans les tout premiers jours, ce drame avait provoqué le retrait précipité de toutes les pharmacies de France de ce médicament, Josacine, ainsi qu'un début de panique chez beaucoup de parents. Reportage Véronique Gallione, Frédéric Desmully. Dans son entreprise de thermographie, Jean-Marc Desperrois utilisait du cyanure. Mais il l'a nié lorsque les gendarmes lui en ont parlé. Et puis en tant qu'adjoint au maire, il connaissait bien la secrétaire générale, Sylvie Tocqueville, la femme qui gardait la petite Émilie le soir de son empoisonnement. Ils sont voisins et la rumeur leur prête même une liaison amoureuse. C'est lui qui aurait introduit du cyanure dans le flacon de Josacine à l'insu de Sylvie Tocqueville, croyant éliminer son rival. Pour l'heure, il nie tout, ses voisins sont sous le choc. C'est une personne très bien, qui s'occupe bien de sa commune, de ses gens. Et pour moi, il y a une erreur judiciaire. Je ne pense pas du tout qu'il ait fait ça. Moi, je le trouvais très gentil. C'est un homme très bien. J'ai rien à lui reprocher. Jean-Michel Tocqueville nous a reçus chez lui, sans caméra. Lui non plus ne croit pas à la culpabilité de cet ami vieux de 30 ans. C'est vrai, Jean-Marc Desperrois avait de l'attirance pour sa femme, mais il ne le croit ni capable d'avoir voulu sa mort, ni assez stupide pour avoir mis du cyanure dans un sirop d'enfant à la banane. Il y a 2 mois, juste après la mort d'Émilie, c'était un autre homme qui était en garde à vue, soupçonné, tout comme Jean-Marc Desperrois aujourd'hui, d'avoir mis du cyanure dans le médicament, croyant lui aussi empoisonner Jean-Michel Tocqueville. Les gendarmes y avaient vu là encore une histoire d'amant et de maîtresse, mais il n'y avait pas eu de suite. Aujourd'hui, des analyses sont en cours pour savoir si le cyanure retrouvé chez Jean-Marc Desperrois est bien le même que celui qui a empoisonné la petite Émilie. On aura les résultats au début du mois de septembre. Nouveau tremblement de terre meurtrier en Algérie et plus précisément dans la région de Mascara en Oranie. Le dernier bilan fait état de 150 morts, environ 300 blessés et quelques 10 000 sans-abri. Les victimes ont été surprises dans leur sommeil. Michel Fine. Ce vieil homme a passé des heures à chercher au milieu des décombres ce qu'il pouvait encore sauver. Sous la violence de la secousse, les murs de sa maison, faits de boue séchée et de paille, se sont effondrés. Il ne me reste plus rien. Je n'ai plus d'affaires, plus rien. Plus de citernes, on n'a plus d'eau. Mais Dieu soit loué, je suis vivant. Le tremblement de terre, d'une intensité de 5,6 sur l'échelle de Richter, a détruit plusieurs villages de l'ouest de l'Algérie. Quand les secours sont arrivés, ils ont trouvé des milliers de gens épuisés car ils n'avaient pas dormi de la nuit et n'avaient plus d'abri. On dormait. Vers 2 heures du matin, on a entendu un grand bruit. On est sorti, tout le monde est sorti. Tout était par terre comme vous le voyez là. J'étais en train de dormir et tout s'est écroulé sur moi. Tout s'est effondré. Ce soir, au milieu des décombres, les sauveteurs cherchent toujours à retrouver des rescapés. Dans les villages sinistrés, des tentes ont été dressées pour accueillir les sans-abri, mais les secours manquent de tout. De sang pour soigner les blessés, de lait pour nourrir les enfants, de couverture pour réconforter une population affolée. Nouvel épisode mouvementé dans la guerre du thon qui oppose pêcheurs français et espagnols. 2 chalutiers d'Andaille ont été attaqués cette nuit par 5 bateaux de pêche espagnols. Un mécanicien français a été blessé par balle. Reportage Gilles Marinet et Bernard Banarme. Ces impacts en témoignent, les pêcheurs espagnols ont tiré à plusieurs reprises sur le poste de pilotage du Cressala, un tir à hauteur d'homme qui a légèrement blessé un marin, Gilles Tanguy. Nous avons entendu 3 coups de fusil tirés de l'espagnol. Il y a des impacts qui sont sur la passerelle, dont j'ai pas eu d'impact ici. La nuit dernière, au large de Cap-Breton, les 2 chalutiers remorquaient un filet pélagique lorsqu'ils ont été pris à partie par 5 navires espagnols, notamment à coups de boulons. Menacé d'abordage, le patron français a tiré plusieurs coups de fusil en l'air, affirme-t-il. C'est vrai qu'on a tiré des coups de feu
pour protéger nos gars. Et c'est à la suite à ces coups de feu, peut-être que l'énervement s'est déclaré et que les coups de feu du côté espagnol sont partis, quoi. Il sera difficile à la justice de reconstituer cet affrontement nocturne et sans autre témoin que ses acteurs. Mais une chose est sûre, aujourd'hui dans le golfe de Gascogne, agresseurs et agressés emportent des armes sur les bateaux de pêche. On est passé très près d'un drame et pourtant la campagne du thon continue. Si on doit prendre un fusil chaque fois quand on doit partir travailler, ce n'est pas une solution, mais s'il faut, peut-être il faut le prendre. Si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter la pêche. Ça, il n'est pas question qu'on arrête la pêche à partir du moment qu'on travaille avec des filets réglementaires et avec tous les droits que Bruxelles nous a octroyés. Le droit communautaire, un langage qui trouve de moins en moins d'écho de l'autre côté de la frontière. Jusqu'où vont aller ces affrontements? En fin d'après-midi, ce chalutier français a pris le large avec peut-être des armes à son bord. Le ministre de la Pêche a réuni la presse cet après-midi à Paris pour réagir à ce grave incident. Jean Puech a demandé à son homologue espagnol une condamnation énergique et surtout l'engagement de poursuites judiciaires envers les auteurs de ces actes inqualifiables. Les pêcheurs français travaillaient de façon tout à fait régulière. Rien ne pouvait et ne peut leur être reproché. Et une nouvelle fois, des agressions violentes ont eu lieu de la part de certains pêcheurs espagnols qui montrent et qui démontrent qu'ils veulent à tout prix, c'est-à-dire par la force, par les armes, évincer de ces zones de pêche, notamment dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs français. Je viens d'avoir le ministre espagnol, je lui ai dit combien j'attendais de la part de son gouvernement qu'il condamne énergiquement de tels agissements et qu'il engage tout de suite des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de ces actes inqualifiables. Au Rwanda, alors que le dernier soldat français de l'opération turquoise aura quitté ce pays dimanche, le nouveau gouvernement FPR se déclare hostile à voir la zone humanitaire abandonnée par les militaires français devenir une zone démilitarisée, comme l'envisage l'ONU. Le FPR entend bien occuper l'espace laissé vacant par le retrait des Français. En attendant, l'exode des réfugiés vers le Zaïre continue. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Bechler et Eric Messi. À la sortie de Cyangugu, les parachutistes français viennent d'attribuer des armes à d'anciens soldats des forces armées rwandaises réfugiés dans la zone turquoise. Dernière vérification avant qu'ils participent symboliquement à la surveillance des ministres FPR. Car c'est un événement que les ministres de Kigali viennent ici, à ce point frontière où leurs nationaux les fuient éperdument vers le Zaïre. Et la sécurité est bien sûr un des enjeux majeurs de cette entrevue réglée par les militaires français. Ne rien laisser au hasard, car d'anciens gouvernementaux réfugiés en turquoise auraient pu ne pas avoir été désarmés et tenter un attentat. L'impatience est grande dans l'assistance, car le retour à l'intérieur du Rwanda est un désir qui les tenaille tous. Nous allons retourner au Rwanda. Quand? Nous allons retourner si le FPR verra que nous retournions. Ils vont nous expliquer comment, peut-être si le FPR ne tue pas, ou la sécurité, quoi. Moment de vérité pour Setsen Dachonga, le nouveau ministre de l'Intérieur. Saura-t-il convaincre ces réfugiés qui ne courent pas le danger de vengeance ou de règlement de comptes intempestifs s'ils rentrent à Kigali? Saura-t-il garantir la restitution de leur maison? Saura-t-il les rassurer quant aux chances de réconciliation entre ethnies, entre militaires anciens et nouveaux, comme sur le podium de ce stade, ceux de l'ancien gouvernement pactiste avec leurs ennemis d'hier? Et le croiront-ils quand il leur dira que 62 FPR qui ont commis des exactions sont déjà aux arrêts? S'il parvient à convaincre certains intellectuels, son discours ne saurait parvenir jusqu'aux agriculteurs qui fuient toujours au Zaïre par milliers, poussés par la psychose des massacres. 20 000 ont franchi le pont de Bukavu, aujourd'hui encore. L'organisation Médecins du Monde, qui prépare son installation à Bukavu, au Zaïre, pour parer à un nouvel exode massif de réfugiés rwandais, lance aujourd'hui un appel pressant à des médecins pédiatres, à des nutritionnistes, mais aussi des infirmières. Pour un départ lundi prochain, les volontaires peuvent appeler ce numéro 49 29 15 15 ou 49 29 14 36.
À Cuba, la police laisse désormais les candidats à l'exil se rassembler librement sur la côte dans l'attente d'embarcations pouvant les emmener vers la Floride. Environ 2000 réfugiés cubains sont déjà arrivés aux États-Unis depuis le début de ce mois, une situation qui inquiète le gouverneur de Floride qui demande que son État soit déclaré en état d'urgence. Commentaire de notre correspondant permanent Jean-Marc Ilouz. Sur de vulgaires chambres à air ou des radeaux de fortune, ils sont désormais plusieurs centaines à franchir quotidiennement le détroit de Floride. La plupart sont sauvés par les gardes-côtes américains, mais tous n'échappent pas au courant et aux requins. Ce garçon de 8 ans a été repêché seul. Ses parents et une autre famille ont disparu. Sa mère lui avait donné l'unique gilet de sauvetage. Celui-là a gagné son pari. Premier coup de fil pour rassurer sa mère, restée à Cuba. Au centre d'accueil de Key West, un drapeau cubain en berne. Mais il est impossible de chiffrer le nombre des disparus. C'est trop dur. Je n'ai pas le cœur de supporter tout ce que je vois ici. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un afflux massif comme en 1980. Mais les rescapés affirment que des milliers de Cubains tenteront bientôt d'échapper à la misère du régime Castro. À Cuba, j'étais considéré comme un ouvrier hautement qualifié et je n'arrivais pas à gagner ma vie. Après les examens et les contrôles d'usage, la plupart des réfugiés seront envoyés rejoindre leurs familles ou leurs amis à Miami, où vit une très puissante communauté cubaine. À l'inverse des Haïtiens, les boat people cubains bénéficient automatiquement de l'asile politique aux États-Unis. Désormais, le régime cubain ne tente plus de les retenir et aujourd'hui, le gouverneur de Floride a lancé un appel à l'aide aux autorités fédérales. Les craintes sur la sécurité des installations nucléaires russes se sont confirmées aujourd'hui selon l'Institut Euratom. Le plutonium découvert début août en Allemagne était bien d'origine russe. D'autre part, les policiers de Saint-Pétersbourg ont arrêté aujourd'hui 3 trafiquants qui tentaient de revendre un conteneur renfermant des substances radioactives d'une valeur de 6 millions de francs. Le ministre français de l'Environnement, Michel Barnier, demande une concertation européenne pour mettre fin à ces trafics qui constituent une menace pour la sécurité, mais aussi pour l'environnement. En Suisse, la municipalité de Zurich entend bien mettre fin à la guerre des dealers qui a déjà fait 4 morts sur le plus grand marché de drogue à ciel ouvert d'Europe, mais les dirigeants suisses polémiquent sur les mesures à prendre. Reportage de nos envoyés spéciaux à Zurich, Valérie Fourniou, Luc Bachofen. Un spectacle devenu presque banal pour les Zurichois. Regarder un drogué se piquer l'héroïne n'étonne plus personne. L'endroit est un marché à ciel ouvert. Pour Jimmy, petit dealer qui trafique pour se payer ses doses, c'est même un supermarché très facile d'accès. Moi je me drogue, je suis content que la situation est comme ça et pas plus difficile. Mais j'ai jamais commencé si la situation n'était pas comme ça ouverte, je pense. Si c'était plus difficulté d'arriver à la drogue, je pense pas que j'ai commencé. Vous trouvez que c'est très facile à Zurich de se droguer? Très facile, ouais. Très facile. Même la police, impuissante, regarde la scène. Les prisons sont trop pleines pour arrêter quiconque. Certains vivent même ici à l'année, accrochés à leur drogue, ne pouvant plus quitter les lieux. Et pour Fred, 21 ans, dont 8 sous héroïne, ceux-là sont incurables. Ces gens-là voudraient bien participer à un programme. Mais si ce programme était élargi, on ne les prendrait pas. Parce qu'ils sont trop fous. Ces gens-là sont tellement mal en point qu'il faudrait les mettre en clinique. Depuis 6 mois, il existe 2 programmes de distribution de drogue sous surveillance médicale. La municipalité entend ainsi casser le marché. C'est mieux que les médecins donnent la drogue que la mafia. C'est la réduction des risques que nous essayons et on croit et on voit que ça fonctionne, oui. Mais les places sont chères pour accéder à ces programmes. Seuls 100 toxicomanes en profitent sur Zurich et l'État fédéral refuse toujours de l'étendre aux 3000 drogués de la ville. Les suites de l'arrestation de Carlos, le ministre de la Justice, Pierre Meignery, a donné ce matin des instructions pour la réouverture de 2 informations judiciaires concernant les attentats visant le Capitole ainsi que la gare Saint-Charles à Marseille. Informations confiées au juge Bruguière qui gérera donc l'ensemble de ce dossier Carlos. Le point avec Valérie Hermite.
Pressé, maître Oussédic, pressé de rassembler suffisamment d'éléments auprès de Carlos pour tenter de prouver qu'il y a eu enlèvement. L'enlèvement, souci numéro 1 de son avocat, plus préoccupé pour l'instant par cet aspect du dossier que par les faits reprochés à son client. Le fond du dossier, vous savez, si c'est pour discuter de la fête de l'attentat de la rue Marbeuf, vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Monsieur Ramirez Sanchez a dit être étranger à cet attentat. Balayé d'un revers de main l'attentat de la rue Marbeuf, Carlos semble apparemment toujours aussi serein face au risque qu'il encourt. Et pourtant, l'étau se resserre sur Illich Ramirez Sanchez. Mais là encore, son éventuelle implication dans les attentats du train Toulouse-Paris en 1982 et dans celui de la gare Saint-Charles à Marseille en 1983 ne lui aurait fait ni chaud ni froid. Je lui ai dit, ça l'a fait sourire. Et ça l'a fait rire parce qu'il ne comprend pas. Sur ce point, il est très tranquille. Je pense qu'on attribue beaucoup de choses à Carlos. Non, Carlos n'a pas l'air très inquiet par tout ce que la justice française lui reproche. Son souci ce matin, éviter qu'on ne le réveille toutes les 20 minutes durant les rondes de nuit. Il est fatigué et voudrait dormir. Selon le quotidien Le Monde, Jacques Vergès aurait été l'émissaire de Carlos auprès du gouvernement français en 82. Des documents de la Stasi, les services secrets de l'ex-RDA, montrent que cet avocat se serait proposé comme intermédiaire dans les négociations que Carlos tentait de nouer avec les autorités françaises pour obtenir la libération de 2 de ses amis terroristes, Magdalena Kopp et Bruno Breguet. Benoît Duquesne a recueilli il y a quelques instants les explications de l'avocat. Non, donc Maître Vergès, vous étiez l'avocat de Kopp et Breguet. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant leur procès? Est-ce qu'il y a eu négociation? Est-ce qu'il y a eu à l'époque contact direct entre vous et Carlos? Non. Il y a eu avant le procès la panique. Celui qui a rendu public la lettre de Carlos portera la responsabilité du sang versé. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Gaston Defferre. Dans cette atmosphère de panique, un membre de son cabinet, magistrat, M. Roland Kessous, m'a demandé de venir le voir. À sa demande, vous êtes allé le voir? Bien sûr. Et Kessous m'a dit, c'est la panique, essayez de calmer les amis de ces gens. J'ai dit, écoutez, si vous voulez les calmer, essayez vous-même, dans la procédure, de trouver une procédure qui apaise le jeu. Il m'a dit, on va essayer de correctionnaliser l'affaire. C'est-à-dire qu'on aurait pu les poursuivre? On aurait pu les poursuivre pour tentative d'homicide volontaire et aux assises. Et on les a poursuivis pour détention d'armes, bon. Et ils étaient en correctionnel. Ça veut dire qu'à l'époque, le ministère de l'Intérieur, par la voix de M. Kessous, a arrangé les choses, arrangé le dossier pour qu'on les poursuive. C'est l'évidence même. Breguet avait été arrêté après avoir pointé un policier. On a dit il a fait ça pour le menacer, mais il n'a pas fait ça pour... c'est pas parce que son arme s'est enrayée qu'il l'a jetée, il voulait simplement menacer, il ne voulait pas faire de mal. Alors qu'on a eu la preuve qu'il avait essayé de tirer. On ne sait pas. Les policiers disent que si, les policiers disent qu'il a tiré, mais que l'arme s'est enrayée. Bon. On pouvait avec ça aller aux assises, on est allé en correctionnel. Et le jour du procès, le procureur a demandé 2 ans et 3 ans. Une peine relativement modeste, à tel point que la Cour a donné 3 et 4, ou 4 et 5. 4 et 5. Et on m'a dit, j'ai dit il faut le faire vite. Ils m'ont dit il faut attendre les vacances de Pâques, c'est pas très loin, c'est en avril. Et pourquoi? Parce que la composition de la 17e correctionnelle nous sera favorable avec une composition de vacation. Qui vous a dit ça? Monsieur Kessous. Encore le ministère de l'Intérieur? Absolument. Et si M. Kessous le dénie, je pourrais lui dire le nom du magistrat assesseur qu'il m'a donné ce jour-là. Autrement dit, vous dites qu'à l'époque, le ministère de l'Intérieur, Gaston Defferre... Commandé. Le ministère de la Justice? Absolument. Monsieur Badinter? Ça, j'en sais rien quel était leur rapport, mais voilà les conversations que j'ai eues avec Kessous et voilà le résultat au point de vue procédural. Qu'à l'époque, le gouvernement français a essayé d'arranger les choses pour que la peine de Magdalena Kopp et de Bruno Breguet soit... Très faible. Très faible. Bon. Voilà donc, et Kessous m'a dit, voilà, vous êtes convaincu maintenant, au bout de 15 jours, quand tout ça a été fait, ou 3 semaines, il m'a dit, est-ce que vous êtes convaincu qu'on a fait un effort? Je lui ai dit, oui, je suis convaincu. Il m'a dit, alors est-ce que quelqu'un viendra vous voir qui est en rapport avec eux? Est-ce que vous pourrez dire à cette personne que vous, dont il ne doute pas du dévouement à la cause de vos clients, est-ce que vous pouvez leur dire que c'est un effort qu'on a fait? Je lui ai dit, mais bien sûr, je le dirai. Et un Français m'a téléphoné de la part de M. Kessous. J'ai compris de quoi il s'agissait, il venait, je lui ai dit, écoutez, expliquez à vos amis. Vos amis, c'était Carlos? C'était Carlos. Expliquez à vos amis, ou bien aux gens que vous allez voir, aux amis de mes clients, que la correctionnalisation, c'est pas du baratin, c'est pas un truc incompréhensible. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 20 ans, on aura 5 ans au maximum. Bon.
la composition en avril, le fait d'attendre la composition d'une chambre de vacation n'est pas absurde en soi. Et donc voilà la situation, ils ont fait un effort. Je ne sais pas quel sera le résultat du procès, mais ils ont fait un effort. Autrement dit, vous dites qu'à l'époque, c'était le ministère de l'Intérieur qui avait des contacts directs avec Carlos, et pas vous. Indirect par un type. Je ne sais pas de quelle mouvance était ce type. Mais vous n'étiez pas en mesure d'avoir des relations avec Carlos. Mais je ne tenais pas à avoir des relations avec Carlos parce que je ne voulais pas prendre sur moi la responsabilité d'avoir ce contact direct pour que si ça échoue, on me dise que c'est de ma faute. Et est-ce que... Une bonne partie de l'accusation contre Carlos s'appuie, et on l'a vu, sur des documents conservés par la Stasi, les services secrets de l'ex-RDA. Documentation particulièrement volumineuse car le terroriste a longtemps utilisé l'ex-Allemagne de l'Est comme base de repli où il rendait compte fidèlement de ses activités. Précision avec Philippe Rochaud. Les rendez-vous de Carlos avec les services secrets est-allemands, c'était là, au siège de la Stasi à Berlin-Est. Et c'est dans ces couloirs sombres et glacés que l'on a retrouvé le nom de Carlos et celui de ses contacts avec les ambassades arabes. C'est là aussi qu'est cité le nom de Maître Vergès. Après la chute du mur de Berlin, n'importe quel citoyen pouvait demander s'il existait un dossier sur lui à la Stasi. Carlos aurait pu demander le sien s'il n'avait été transmis rapidement à la justice ouest-allemande. Ils ont la crédibilité des fiches de police bien faites. Hein, parce que lorsque Jacques Vergès parle de désinformation à son sujet qui aurait pu être l'objet de la Stasi, ce qu'on s'étonne, c'est que s'il y avait eu des informations, elles ne soient pas passées à l'étranger, en particulier à l'Ouest, au moment même des faits, c'est-à-dire en 82. Donc, dans cette occurrence-là, je ne dis pas que tous les dossiers de la Stasi sont crédibles et ne relèvent pas la désinformation, mais dans cette occurrence-là, c'est-à-dire la surveillance du groupe Carlos, de ce qui l'entourait, donc en particulier son avocat, était de l'intérêt propre de la RDA à l'époque. Aujourd'hui, les prisons de la Stasi ont été transformées en musées. Les dossiers de la section d'espionnage ont été détruits. Le général Erich Mielke, ancien patron de la Stasi, est devenu gâteux avant même son procès. Mais les dossiers du contre-espionnage, touchant au terrorisme international, sont restés intacts. 1200 pages concernant les activités terroristes touchant la France ont été transmises au juge Bruguière, et ce sont elles qui parlent 6 années après la chute du communisme. Interrogé par RTL aujourd'hui, Henri Emmanuelli a déclaré qu'il était bon que Carlos soit devant ses juges, mais le premier secrétaire du PS ne peut s'empêcher de s'interroger sur les raisons qui ont brusquement poussé le régime islamique de Khartoum à faire cette livraison à Paris. Si le gouvernement invoque le secret défense, dit-il, c'est que l'on ne peut pas tout dire. Sur place, le président soudanais Omar Bachir a déclaré que Carlos avait été transféré en France conformément aux règles du droit et qu'il n'y avait pas eu de marché avec les autorités françaises. Notre envoyé spécial, Philippe Boisserie, nous appelle de Khartoum. Carlos, le terroriste le plus recherché par les Français, vivait en fait depuis 9 mois à moins de 500 mètres de l'ambassade de France à Khartoum. Nous avons retrouvé son appartement, un coquet 6 pièces, en plein quartier résidentiel et diplomatique. Juste à côté de l'aéroport, au rez-de-chaussée, comme si Carlos avait gardé ses vieux réflexes, avait prévu de toujours pouvoir fuir au plus vite. À l'intérieur, des magazines américains, des livres sur le marxisme ou sur les services secrets américains, mais aussi un bar fort bien achalandé, bière, whisky, liqueur. Ce n'était pas une vie de musulman, ponctue le représentant du ministère de l'Information, qui ajoute, parmi les trophées récupérés par la sécurité militaire, 2 pistolets Magnum. Sur le reste, les Soudanais sont beaucoup moins prolixes. Certes, ils confirment que le terroriste a bien été arrêté dimanche dernier au petit matin dans un autre endroit tenu secret. Secret aussi, l'origine du passeport diplomatique arabe détenu par Carlos à son arrivée au Soudan en décembre 1993. Secret toujours, le nom des 7 personnes qui l'accompagnaient alors. Elles sont toutes reparties ces 2 derniers mois. On n'avait rien à leur reprocher, dit-on ici. Raccompagnée également gentiment à l'aéroport, la compagne palestinienne de Carlos. Son nom est évidemment secret. La seule certitude des autorités soudanaises, c'est que c'est bel et bien un avion militaire français qui est venu récupérer le terroriste à Khartoum, une version différente de celle de Charles Pasqua. Retour en France avec notre rubrique Monopoly. La FNAC vient de tomber dans l'escarcelle de l'homme d'affaires François Pinault, qui réalise l'un de ses vieux rêves. La FNAC, premier libraire et disquaire français, renforce donc le premier groupe européen de multidistribution non alimentaire. Un groupe qui va donc peser au total plus de 72 milliards de francs de chiffre d'affaires. Enquête Elisabeth Esley et Laurent Bailly. Deuxième changement en 2 ans. Le nouveau patron, c'est lui, François Pinault, premier distributeur français.
il vient de racheter au Crédit Lyonnais 64% du capital de la Fnac. Donc une 5e enseigne et pas des moindres pour le groupe Pinault, qui possède déjà Conforama, Le Printemps, Prise Unique et La Redoute. Une nouvelle page culturelle est tournée. Créée en 1954 par 2 militants gauchistes, lieu mythique dans les années 70, la Fnac change d'image. Ce qui en apparence n'inquiète pas le personnel, parce que la direction a donné des consignes. Ne faire aucun commentaire sur les nouveaux actionnaires et donner le sentiment aux journalistes que la Fnac reste sereine. Mais à l'extérieur, les langues se délient. Ça va être encore des gens qui vont venir là pour faire du chiffre, et puis des choses comme ça. Mais moi, je ne sais pas si une entreprise peut vraiment vivre uniquement pour faire du chiffre. Ce qu'on sait, c'est que par les autres syndicats, dont Pinault est déjà propriétaire, La Redoute, etc., on sait comment ça se passe. Comment ça se passe Apparemment pas bien. Il y a eu des licenciements au printemps, on le sait tout ça. Je veux dire, les informations, elles circulent. Le slogan le dit, agitateur depuis 1954. À la Fnac, on l'était pour les prix et la culture. À l'avenir, on ne voudrait pas s'agiter que pour des parts de marché. À la Fnac et dans toutes les bonnes librairies, vous pourrez retrouver les livres, les œuvres d'un érudit tout à fait prodigieux, Elias Canetti, qui vient de décéder à l'âge de 88 ans en Suisse. Né en Bulgarie, naturalisé britannique, Elias Canetti avait obtenu le prix Nobel de littérature en 1981. C'est un roman auto-da-fé qui l'avait fait connaître en 1935. Il avait obtenu la consécration du grand public avec son chef-d'œuvre Masse et puissance. Elias Canetti qui vient de disparaître. Les incendies de forêt. La sécurité civile a lancé hier soir un nouvel appel à la prudence pour les prochaines 48 heures. Dans cette période à haut risque, tout départ de feu peut en effet devenir rapidement catastrophique. C'est pourquoi tous les moyens d'intervention aériens mais aussi terrestres sont mobilisés préventivement au plus près des massifs sensibles. 32 départs de feu ont été recensés aujourd'hui en Haute-Corse. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Sampère, Patrick Deschmaquer. Il recule, seul, devant un mur de flammes. La météo avait prévu du vent autour de 80 km/h. Le vent est là, le feu aussi. 39 mises à feu en une journée pour seulement la Haute-Corse. Il est descendu et maintenant, comme il y a du vent, il prend de ce côté-là. Et c'est quoi l'origine du feu? Qu'est-ce qu'on en sait? Un peu plus loin, sur la route du Cap, le village de Cisco. Un camping et une maison de retraite évacués. On a eu chaud, hein. On a eu chaud, c'est le coup de vent, hein. Vous voyez là. Ah, c'est intenable, hein, quand ça passe comme ça, hein. On peut rien faire, hein. C'est quoi l'origine du feu là? Non, on ne sait pas, hein. C'est comme d'habitude, hein. Le feu ça démarre, puis ça se propage, hein, surtout. On a l'impression qu'ici on ne sait jamais d'où vient le feu. Non, on ne sait jamais, hein. C'est sûr qu'on ne sait jamais, hein. C'est comme tous les feux, hein. Vous voyez, on ne sait jamais d'où ça vient. Vous n'avez pas une idée? Oh non. Oh. La Haute-Corse, 1200 mises à feu chaque année, triste record. 90% d'origine criminelle, surtout les bergers et les chasseurs. Mais dans l'île, personne ne sait rien. Chaque fois qu'il y a le vent, ils mettaient le feu. Moi, ce matin, en me levant, je dis aïe, aïe, aïe. Et voilà. Ils mettent le feu, qui ça? C'est pas le feu qui s'allume tout seul, hein. C'est pas possible. Et puis, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de feu. Quand il y a du vent, ils mettent le feu. Mais on ne peut pas dire qui c'est, on ne sait pas. Absolument pas. Il faut avoir des preuves, hein. Il faut avoir. Les preuves, c'est tout le problème des gendarmes et de la justice, pas des pompiers. La semaine dernière, 3 personnes ont été interpellées, une seule incarcérée. Et ce n'est ni un berger ni un chasseur corse, mais un travailleur immigré, marocain. De nombreux départs de feu ont également été enregistrés dans la plupart des départements du sud-est sur le continent. Ils ont tous été maîtrisés à l'heure où nous parlons. Comme chaque année, le Secours populaire français offre quelques heures de vacances à des milliers d'enfants défavorisés. Plusieurs centaines d'entre eux, venus en autocar de la région parisienne, ont à leur tour débarqué en Normandie sur la plage de Ouistreham. Bruno Lopez et Christophe Vignal étaient du voyage. Au bout du voyage, il y a la mer, celle que l'on attend avec impatience, celle que l'on a imaginée. Pour beaucoup même, ce n'est encore qu'un rêve. Noémie, est-ce que tu as déjà vu la mer? Jamais? T'es content d'aller à la mer? Après 4 heures de route,
Noémie a rendez-vous avec les vagues. Le rêve devient enfin réalité, mais comme pour s'en convaincre, il faut l'écrire. Parfois même, la réaction est inattendue. Pour d'autres, l'eau a un goût de déjà-vu. Ça me fait penser un peu à la piscine. 5000 enfants, 110 autocars, ça ne passe pas inaperçu. Les riverains trouvent même l'idée plutôt sympa. Et pour Noémie comme pour les autres, ce fut une vraie journée de vacances. Et que parfois il y a des petites vagues. 5000 enfants, 110 autocars, ça ne passe pas inaperçu. Les riverains trouvent même l'idée plutôt sympa. Et pour Noémie comme pour les autres, ce fut une vraie journée de vacances. Il y en a qui ont un petit vélo qui tourne dans la tête. Marion Clignet, elle, a vu un petit maillot arc-en-ciel devant ses yeux avant même de franchir la ligne d'arrivée de l'épreuve de poursuite féminine du championnat du monde cycliste sur piste. Marion Clignet prend donc la relève de Jeannie Longo, victorieuse en 89. William Irigoyen. Elle la tient, sa revanche, Marion Clignet. Une revanche qu'elle attendait depuis le jour où on lui supprima son permis de conduire parce qu'elle souffrait de crise d'épilepsie. Clignet contrainte alors de prendre son vélo, mais la contrainte s'est transformée en passion, et c'est cette passion qui a été récompensée hier soir par le titre de championne du monde. Même dans la chaleur du stade Paolo Borsellino de Palerme, la Française d'origine américaine a toujours dominé la course. Face à une adversaire russe, Clignet va vite, très vite, près de 49 km/h de moyenne. L'écart entre les deux ne cesse de se creuser. À l'arrivée, 7 secondes sépareront les duellistes. La nuit est déjà tombée depuis longtemps en Sicile lorsque Marion Clignet reçoit le titre tant convoité. Le maillot arc-en-ciel vient lui redonner des couleurs après sa deuxième place en Norvège l'année dernière. Et dans son regard bleuté, Marion Clignet laissait échapper une pointe d'émotion quand elle entendit pour la première fois la Marseillaise jouer en son honneur. Beaucoup moins brillant, le 11 tricolore sauvé par un réserviste. Empruntée, laborieuse, l'équipe de France de football a été sauvée de la défaite face à la République tchèque grâce à 2 buts in extremis signés Zinedine Zidane, baptisé Zizou, qui en principe ne devait même pas jouer. Récit d'un match nul dans tous les sens du terme, Yann Lavoie. défend toujours son pays. Zidane s'est fait un surnom hier soir. Il est devenu Zorro parce qu'il a défendu son pays et en 20 minutes seulement. Il a inscrit 2 buts qui ont permis à la France d'arracher un match nul inespéré face aux Tchèques. Dès sa première apparition donc chez les Bleus, il a fait étalage de son talent et devant son public bordelais. ZZ, Zinedine Zidane, n'est pas prêt d'oublier sa soirée. Je pense un peu à ma femme qui est enceinte tout juste de 2 mois, donc c'est à elle que je dédie un peu le match et mes 2 buts et un peu à ma famille aussi. Mais c'est beau, c'est magnifique. Ça m'était jamais arrivé de marquer 2 buts dans un seul match, toute catégorie, que ce soit cadet, minime, espoir, donc 2 buts, c'est beau. La performance de Zidane ne fera pas oublier les lacunes de l'équipe française. Il est vrai aussi que quelques titulaires étaient absents. C'était un match de préparation et Aimé Jacquet a procédé à quelques essais. Aimé Jacquet qui a sans doute déjà son idée pour ne pas revivre de pareils moments de doute le 7 septembre prochain, car cette fois à Bratislava contre la Slovaquie, les Bleus entameront les éliminatoires de l'Euro 96. En Allemagne, un candidat aux prochaines élections législatives a réussi à faire parler de lui en faisant placarder dans tout Berlin des affiches de lui-même grandeur, ou plutôt grosseur nature, en tenue d'Adam, accompagné de ce slogan « Une personnalité honnête qui n'a rien à cacher ». Pas tout à fait, on saura en octobre s'il y a ballottage. Naturisme toujours, avec une guéguerre qui oppose à Port-le-Cat nudistes et textiles, comme l'on dit. Un promoteur parisien a en effet soldé cet hiver des appartements près de cette plage, sans inciter trop sur le fait qu'ils étaient édifiés en pleine zone naturiste. Un petit reportage au poil, signé Sandrine Meurck et Olivier Combe. Eux, ils achètent à moitié prix, meublés, et puis ils ne veulent pas se mettre à poil sur la plage. Et ça, quelque chose que nous, on ne supporte pas. Hein. Oui, mais quand on loue, admettons, comme moi, qui suis là en location, on ne nous précise pas qu'il faut se mettre à nu sur la plage. Il était une fois un paradis entre mer et immeuble. Depuis 18 ans, des Adam et Ève viennent y passer leurs vacances nus, cachés, heureux. Jusqu'à cet été où des textiles ont investi la plage, la chasse aux maillots était ouverte.
Ils nous traitent de voyeurs, nous. Ben, c'est eux les voyeurs, parce qu'eux, ils sont habillés. Si on acceptait, du moins ici sur cette plage, des gens en maillot de bain, dans quelques années, nous, on sera obligés de remettre notre maillot de bain. La pomme de discorde, elle est le fait d'un promoteur indélicat qui, depuis Paris, vendait ses maisonnettes au rabais dans cette zone classée nudiste, en se gardant bien de préciser que le nu était obligatoire. Même si le contrat de vente mentionne le naturisme, beaucoup s'y sont laissés prendre. Nous, quand on a acheté, on ne nous a jamais dit que c'était nudiste. On nous a dit qu'il y avait des gens nudistes qui habitaient derrière chez nous, bon, qui passeraient devant chez nous. C'est tout. Nous, on a dit, bon, ça n'a aucun problème. Maintenant, on nous interdit presque la plage. Bon, alors, c'est totalement différent de ce qu'on nous avait dit, c'est tout. Donc là-dessus, je me sens trompée, en fin de compte. Les uns refusent le sectarisme des inconditionnels du nu, les autres tentent de préserver cet art de vivre, qu'est le naturisme. Il y a 20 000 naturistes sur une plage, il y a 3 personnes habillées parce qu'il y a un manque d'informations. J'ai recherché l'intrus, représentant une entité très importante du niveau économie. Il n'y a pas de problème, je veux dire, la plage restera tout le temps naturiste. Pour que leur vie ne devienne pas un enfer, certains habitants de l'Éden ont préféré se convertir. D'autres trouvent un compromis. Vos filles, elles enlèvent le haut? Oui, bon, ben, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Madame, c'est déjà bien. Quelques irréductibles ne baisseront pas la culotte, ce qui n'empêchera nullement les deux camps de profiter de la vie. Après tout, ils sont en vacances. Et puisqu'il me reste quelques secondes, avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute des programmes de France 2, je vous donne cette toute dernière information. Dans le cadre d'une réforme de la législation, une nouvelle procédure doit entrer en vigueur en mars prochain en Grande-Bretagne, obligeant les traditionnels bobbies à prononcer cette formule lors de l'interpellation d'un suspect. Je prends mon souffle. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous ne mentionnez pas maintenant un élément dont vous vous servirez ultérieurement pour votre défense, la Cour pourrait estimer que votre mission joue en votre défaveur. Vos propos peuvent être enregistrés et cet enregistrement mis à la disposition de la justice. Ouf, la Grande-Bretagne, un pays où l'on sait vivre. Vers minuit, le dernier journal, en compagnie de Florence Duprat. Demain, pour les 4 vérités, Dénette Bigot recevra le vulcanologue Haroun Tazieff. Bon anniversaire à Marcel Carnet, 88 ans aujourd'hui, et à Robert Redford, 57 ans. Le dicton du jour, à la Sainte-Hélène, je mange une belle poire. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, grise au nord, je parle de la météo et pas de Sophie Davant, ensoleillé au sud. Excellente soirée, à demain 20h, merci.